Now let's go. Leonardo Pelagotti, bonjour. Merci d'assister à ce congrès sur le thème de la gestion du stress et des émotions. Donc, dans un premier temps, je peux te laisser te présenter. Ma difficulté avec toi, c'est que tu fais tellement de choses que je savais que tu pouvais nous apporter des choses sur notre gestion de nos émotions et de notre stress au quotidien, mais on a eu des difficultés à créer notre trame parce qu'on va du coup échantillonner plein de petites choses grâce à toi et découvrir plein de belles choses à appliquer au quotidien. Et donc, je te laisse te présenter puis nous parler de toi et de ce que tu sais faire. Très bien. Déjà, merci Kevin. C'est avec plaisir d'échanger avec vous par rapport à différents piliers, différentes choses. Effectivement, il y a la respiration, le froid, les liens avec la nature, les mouvements et d'autres choses, on verra. Donc moi, je m'appelle Leonardo Pelagotti et je suis le fondateur d'Inspire. Inspire Potential, c'est mon projet, c'est ce que j'ai fait depuis quelques années. Et dans ces projets que j'ai fait avec ma compagne Elise, qui parlera aussi du yoga, nous organisons des stages, des cours et des retraites autour de différentes méthodes. La respiration reste centrale dans ce que nous faisons. Donc moi, j'ai créé un livre avec édition Exouvi, donc Fabien Moine, sur la respiration. Je suis passionné des respirations et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre et de véhiculer dans plusieurs mondes. Le monde de la vie de tous les jours, le monde de la performance sportive, le monde de la gestion du stress en entreprise. Mais effectivement, nous ne faisons pas que de la respiration. Nous travaillons beaucoup aussi avec la méthode Wim Hof, par exemple. Donc, on introduit les bienfaits du froid. On introduit les bienfaits de tout ce qui est le mental, le pouvoir de la méditation, du focus, de la persévérance, de la gestion du stress. Et quand on part de cela, c'est normal d'aller un peu plus loin et de se connecter avec la nature, de faire cela en montagne. Donc là, par exemple, je suis dans mon chalet, j'habite à 1500 mètres dans les montagnes du Cantal pour vraiment vivre en connexion avec la nature. Ça, c'est important pour nous. Et il y a aussi ce qui est important dans la nature, les forces de la nature. Il y a les froids, mais il y a aussi les chauds. Donc, on travaille avec les froids, on travaille avec les chauds, on travaille avec les mouvements parce que les mouvements naturels, que ce soit les yogas, que ce soit des mouvements au sol, que ce soit la marche avec une respiration cohérente, que ce soit autre, c'est très important pour notre vie. Et après aussi, on a certains outils autour du biohacking. Alors, biohacking, c'est un grand mot. Disons, ça vient de l'anglais, les contrôles de la vie, l'optimisation des lois du vivant, si on préfère. Moi, je m'occupe du biohacking naturel. Ça veut dire ces outils, ces méthodes, ces pratiques naturelles qui existent dans l'homme et dans la nature pour aller mieux, pour être en meilleure santé, plus héros, plus en forme physique et mentale, être plus résilient, avec des choses simples. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec Inspire Potential. Eh ben, tu vois, le dernier mot que tu viens de dire, c'est assez intéressant parce qu'en t'écoutant, tout ce que tu dis, c'est du bon sens, j'ai envie de dire tout simplement. Donc, toi, tu rééduques les gens à du bon sens avec ce qu'on a sous la main et j'ai envie de dire gratuitement parce qu'il n'y a il y a aucun outil quasiment dans ce que tu dis. Tout peut se faire naturellement avec un peu de connaissance, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'aime bien cette approche du naturel et du simple. Utiliser l'air, utiliser les forces de la nature, soi-même, les mouvements. J'ai très peu d'outils au sens concret du matériel. Ce sont plutôt des techniques, des pratiques, des changements, des routines, des connaissances à mettre en acte dans son quotidien qui m'intéressent. Ça veut dire comment, en faisant les choses différemment, avec ce qu'on a déjà, on peut s'améliorer. Alors certes, quelques outils, ça peut être important, hein, de temps en temps. C'est pas que je suis contre les outils, mais c'est vrai que je n'ai moins. Et donc, c'est, comme tu dis, un peu du bon sens, où moi, je l'appellerais les retours à la nature, les retours à ceux pour lesquels nous sommes faits. Mais c'est pas si banal que ça, parce que dans les mondes dans lesquels on vit aujourd'hui, la déconnexion à soi et à la nature est très forte. Et déjà, d'en prendre conscience, d'échanger les choses, c'est énorme. Donc, c'est vrai que ça a un peu à l'air de, c'est du bon sens, bien respirer, bien faire du mouvement, les forces de la nature, les outils du biohacking naturel, c'est qui existe depuis des milliers d'années. C'est vrai que c'est un peu du bon sens. Et en même temps, on n'a pas forcément conscience de cela.
Donc déjà, d'en prendre conscience et de l'appliquer dans la vie de tous les jours, c'est un grand pas. Tout à fait. Eh ben justement, juste avant de débuter les choses sérieuses, quand je te disais bon sens, hein, oui, c'est vraiment, je veux dire, c'est que comment se fait-il que ce soit entre guillemets si simple, mais si compliqué à appliquer pour la plupart d'entre nous? Parce que, en gros, on a souvent l'impression que l'aide peut venir de l'extérieur, avec des outils, des machines, d'autres personnes. Et toi, ce que tu enseignes, ce que tu apprends, en fait, la personne, c'est elle qui doit se sortir de sa problématique grâce à ces outils, mais physiologiques. Mais alors, pourquoi c'est si difficile, à ton avis, toi, de se réguler avec soi-même, quoi, si je puis dire? Bah, disons que peut-être parce qu'on ne le sait pas. Moi, je pense qu'il y a sur certaines choses assez simples mais assez efficaces, dont la respiration, les forces de la nature, certains outils du biohacking naturel, c'est que juste on ne le sait pas. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent, qu'on apprend à l'école, qu'on apprend quand on est enfant. Par exemple, bien respirer, on n'entend pas très souvent cela. L'importance de s'exposer aux forces de la nature, on entend l'importance de la nature, mais de s'exposer aussi à ces éléments. On entend peu le froid, les chauds, l'effet des marcher pieds nus, éviter de se couper de cela. On l'entend peu. Des choses comme des routines, des rituels du matin et du soir par rapport au sommeil, au rythme circadien, par rapport à comment appliquer certains types de mouvements à certains moments de la journée. Ce sont des choses simples. On l'entend peu aussi. Donc peut-être on n'a juste pas suffisamment conscience de l'importance de ces outils pour la vitalité, la santé et l'énergie dans la vie de tous les jours. Mais une fois qu'on en prend conscience, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas si compliqué. Parce qu'en fait, on les voit dans nos stages, qui des fois, ils sont 2-3 jours. Donc, le temps d'un petit week-end, ça peut vraiment transformer des gens. Ça leur donne des outils, des moyens, des connaissances pour changer leurs rituels et leurs habitudes au quotidien. De se réveiller et ne pas tout de suite juste, je prends mon petit déj et après je vais au boulot, mais de pouvoir faire des pratiques qui peuvent être 5-10 minutes pour se recentrer au niveau physiologique, au niveau mental, ou peut-être s'entraîner 10 minutes sur la respiration, les mouvements, ou alors changer, par exemple, de prendre une douche froide au lieu d'une douche chaude, ou alors marcher un peu pieds nus sur un pelouse autour d'un lac ou sur la plage l'hiver, aller à la mer, se reconnecter même au froid, à la pluie, des choses assez simples qui, enfin, si on sait comment faire, ça nous fait du bien. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas si compliqué une fois qu'on les connaît. Mais certes, disons, il faut s'intéresser, il faut d'abord en avoir une exposition. Voilà, une exposition, c'est l'imprégner. Ouais, mais merci pour cette introduction. Et justement, tu vas pas pouvoir nous former en 1 heure, mais du coup, tu vas pouvoir échantillonner et donner des petites pistes pour au moins faire comprendre certains points importants. Et donc, si tu le veux bien, on peut commencer par la respiration. On en parlera dans ce congrès vraiment en détail, mais comme c'est l'une de tes grandes spécialités, j'aimerais bien voir ta vision et tes petits conseils à ce sujet. Oui. Disons que la respiration, c'est un outil qui est en train d'être compris et étudié dans ces dernières années, dans le sens moderne du temps, parce que c'est un outil millénaire que l'homme a toujours utilisé pour un accomplissement de sa vie, d'un point de vue spirituel, mais aussi matériel. Ça a été un outil très important et de toute façon, du moment où on est né, avec les premiers cris de l'enfant jusqu'au dernier soupir, c'est quelque chose que nous arrêtons jamais de faire. On respire tous les jours, sans cesse. C'est quelque chose qui appartient à notre identité et à notre vie. Mais en même temps, dans un point de vue plus moderne et occidental, la compréhension de l'importance de cet acte, la respiration, est en train d'arriver maintenant. C'est ce que j'appelle un peu la révolution du souffle. Et moi, je sais par expérience personnelle qu'on ne s'occupe pas forcément de comment on respire dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on respire bien? Est-ce qu'on ne respire pas bien? Est-ce que notre respiration est efficace ou est-ce que notre respiration elle est juste involontaire, on n'en prend pas conscience? Et pourtant, bien respirer, ça veut dire avoir une respiration fonctionnelle, optimale, dans la vie de tous les jours, c'est capital. C'est capital pour notre niveau d'énergie, c'est capital pour notre concentration, c'est capital pour notre régénération, les sommeils, mais aussi pour les systèmes immunitaires. C'est capital pour la gestion du stress. C'est capital pour être serein, gérer et vivre bien les émotions. Pour la digestion,
c'est capital pour tout un tas de choses dont on ne pense pas forcément, les liens entre la respiration et tout cela. Mais la respiration est fondamentale. Déjà, on est plus efficace si on respire mieux par rapport à ce qu'on fait. D'un point de vue physique, ça peut être les mouvements, les sports, mais d'un point de vue aussi mental, de la concentration de notre travail, on est plus efficace aussi avec les émotions. L'intelligence émotionnelle, ça veut dire c'est connecter aux autres, c'est connecter à soi et aussi vivre des émotions de façon plus intelligente. Et on est plus efficace à pouvoir naviguer dans les stress de la vie. On ne peut pas éliminer les stress de la vie, on doit juste apprendre à mieux les vivre. Il n'y a pas d'autre choix. Même si moi j'habite dans un chalet en montagne, c'est pas dans un quête des. Je veux éliminer tous les stress de ma vie. De toute façon, c'est utopique. Mais de mieux les vivre, certes, ça aide. Et la respiration, je veux vraiment vous dire que c'est votre premier outil. Alors c'est pas l'unique. Il y a plein d'outils qui peuvent aller du mouvement, qui peuvent aller d'une correcte alimentation, qui peuvent aller des certaines techniques pour la gestion des émotions, du stress, qui peuvent aller à l'hydratation, qui peuvent aller au mouvement, l'exercice physique, les liens avec la nature. Mais la respiration, par rapport à sa fréquence et son importance et son impact dans notre vie, dans notre physiologie, dans notre mental et ce qui nous sommes, c'est vraiment notre premier allié. Et on a tout l'intérêt à pouvoir savoir travailler avec. Parce que si on ne sait pas travailler avec un outil aussi important, et cet outil, il sait des règles, ça peut vraiment devenir pas un ennemi dans le sens où c'est méchant, mais ça peut vraiment nous impacter négativement parce qu'on ne l'utilise pas de façon correcte. Et comme tout outil qui a une extrême importance, une extrême force, si cet outil est mal utilisé ou est déséquilibré, nous subons un impact fort. Donc, moi, je pense qu'apprendre à bien respirer, c'est que j'apprends une respiration fonctionnelle, c'est les socles, c'est là où nous devons commencer à travailler. Et ensuite, il y a des techniques de respiration, des techniques pour la gestion du stress, des techniques pour la gestion des émotions, des techniques pour se concentrer, des techniques pour être plus performant au niveau physique, des techniques pour s'endormir, des techniques pour les systèmes immunitaires, des techniques pour réduire l'inflammation. Il y a plein de techniques. Ce sont des outils qui sont connus depuis longtemps. C'est pas nouveau. Mais d'abord, on a besoin d'un socle, et c'est ce que j'appelle une bonne respiration au quotidien. Et on peut en parler, je peux vous dire qu'est-ce qu'une bonne respiration au quotidien si ça vous intéresse. Mais ça, c'est la base. Voilà. Avant, je vais avoir une double question. Déjà, est-ce que ça peut agir aussi bien sur le stress chronique qu'aigu? Et justement, si tu peux nous donner un petit exemple, qu'est-ce qu'une bonne respiration? Je sais que tu as écrit un super bouquin, et d'ailleurs je te félicite, parce que, comme tu le dis, c'est inconscient la respi. Donc, on ne se dit pas forcément, je vais aller apprendre à respirer, parce que vu que c'est inconscient, pourquoi je m'embêterais à apprendre quelque chose qui est inconscient? Mais vraiment, ça change la vie de bien respirer, et de respirer par rapport à quelque chose à réguler. Donc, comme tu le dis, on ne doit pas respirer de la même manière si on a ce travail-là ou ce travail-là à faire. Et ça, c'est la première fois, moi, que je le comprends grâce à ton livre, justement. Ah, merci. Bon, ça me fait plaisir que ça soit utile. Donc, effectivement, dans ta première question, est-ce que la respiration peut nous aider dans les stress aigus et les stress chroniques? La réponse est oui. C'est pas la même façon d'aborder les sujets, bien évidemment, parce que c'est pas la même problématique en réalité. Tout ce qui est stress aigu et stress chronique, c'est pas du tout la même chose. On dit stress et on pense que c'est la même chose, mais ce n'est pas. La façon dans laquelle notre corps les vit, l'exprime et doit les gérer, c'est pas la même chose. Les stress chroniques, c'est un vrai problème. C'est un vrai ennemi qu'il faut essayer d'éviter à tout prix. Les stress aigus, ça peut être quelque chose de positif dans un sens où ça nous sort de notre état d'équilibre, certes, mais ça nous oblige à répondre à quelque chose. Et cette réponse, ça peut être très utile. Ça peut être la mise en œuvre de certaines choses, ça peut être le fait d'utiliser notre potentiel, ça peut être une réponse correcte à quelque chose qui autrement serait dangereux. Donc ça, c'est utile. En nature, la réponse au stress est positive. Les stress chroniques, c'est un peu plus compliqué parce que c'est quelque chose qui est là tout le temps, donc qui épuise, qui fatigue. Et on n'est pas du tout fait, autant qu'humain, pour vivre un stress chronique. Nous sommes faits pour répondre au stress aigu, un stress ponctuel qui arrive, ça nous oblige à faire quelque chose.
c'est quelque chose, ça demande de l'énergie, certes. Ça va nous demander des ressources, mais ce qu'on en retire, c'est quelque chose d'important, que ce soit la survie, que ce soit dépasser un défi, que ce soit s'échanger et se challenger pour aller à un autre niveau de ce qu'on fait. Ça peut être utile. Donc, oui, la respiration, ça peut nous aider pour régler les stress chroniques. Ça veut dire réduire notre niveau de stress dans la vie de tous les jours, baisser, si on peut en parler d'un point de vue hormonel, on en parle beaucoup d'adrénaline, de cortisol, des hormones du stress. Essayer d'être dans un état hormonel moins stressé, plus de sérotonine, la mélatonine pendant la nuit, plus un état de calme et d'équilibre. On parle du système nerveux parasympathique, des réponses du repos, de la digestion, de la régénération. On peut essayer d'être plus de temps là dans la vie de tous les jours. Donc ça, on peut le faire grâce à la respiration. Je me déplace parce qu'il y a des gros soleils qui arrivent. Donc il est en train d'arriver, donc désolé. Donc oui, la respiration, ça peut nous aider pour baisser notre niveau de stress chronique, ce qui nous aide dans tout un tas de choses et ce qui nous fait épuiser moins et utiliser moins d'énergie pour tout un tas de choses assez inutiles, enfin. Donc, c'est le stress de la vie de tous les jours, c'est l'effet de respirer trop vite, d'avoir une respiration trop haute, c'est l'effet d'être très déséquilibré par des petites choses et donc des grosses réponses à des petites choses, ce qui n'est pas forcément optimal d'un point de vue énergétique et de la vitalité. Mais ça peut nous aider aussi à régler à un moment donné un pic de stress qui est très, très élevé, très haut et qu'on veut canaliser. Et comme je vous disais, c'est pas forcément négatif les stress, mais si on n'arrive pas à les gérer, eh ben ça c'est aussi un problème. Donc, il y a deux types de problèmes. Un, je suis stressé en permanence, donc ça m'épuise. Deux, là, les niveaux de stress qui arrivent est trop important pour moi, je suis pas capable de les gérer. Donc, de baisser ce niveau de stress quand il est trop haut pour pouvoir se recentrer et utiliser une bonne réponse physiologique, mentale, émotionnelle, psychologique, ça c'est hyper important aussi. Et c'est vrai qu'il y a des techniques de respiration aussi pour faire cela. Et tout à l'heure, si on a le temps à la fin, on peut par exemple en faire la respiration géante, suivie par notre respiration qui nous calme un peu. Ce sont des techniques assez simples pour travailler avec les stress, mais il y a plein d'autres choses. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui est, enfin, une bonne respiration au quotidien? Parce que tu me dis, oui, il y a des techniques à un certain moment, par exemple la gestion du stress, et il y a plein, mais dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup de temps, c'est 24 heures tous les jours, tous les jours de l'année, enfin, nous devons respirer. Comment faire ça bien? Parce qu'on le fait quand on est conscient, on le fait quand on n'est pas conscient. Par exemple, on le fait les jours, on le fait la nuit, on le fait quand on y pense ou quand on n'y pense pas. Et la respiration, c'est pas juste un acte autonome. C'est pas juste quelque chose qui se passe dans notre corps, sous lesquels on n'a pas de prise. Nous avons prise sur notre respiration. C'est d'ailleurs le pont entre les conscients et les subconscients, entre notre mental et notre corps. Donc, c'est aussi très important comme axe de travail. Et nous pouvons changer notre respiration à tout moment, si nous voulons. Par exemple, si je te dis, Kevin, maintenant tu inspires, maintenant tu expires, tu peux le faire. Tu as changé ta respiration. Et pourtant, jusqu'à maintenant, tu étais en train de respirer quand même, mais sans forcément y penser. Donc, il y a les deux, consciente et involontaire. Et donc, comment respirer les jours et la nuit? Il y a une clé assez simple qui est la respiration par le nez, la respiration profonde, la respiration lente. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais, et là, je reprends les termes de Patrick McKeown, qui est un de mes maîtres sur la respiration, qui a fait l'Oxygen Advantage, les programmes de respiration Oxygen Advantage, qui dérive de Bouteïko, Konstantin Bouteïko, un médecin ukrainien-russe. Et lui, il dit, pour vous rappeler d'une bonne respiration, ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle, vous allez vous rappeler des LSD. LSD, parce que on connaît cette molécule, et on va s'en rappeler, mais en anglais, c'est less, slow and deep. Ça veut dire respirer de façon profonde, lente et juste en termes de quantité et par le nez. Bon, il n'y a pas d'un LSD par le nez, mais je vous l'ai dit, je vous l'ajoute, les seuls et véritables organes de la respiration dans notre corps, c'est le nez. Donc, nous avons un nez pour respirer, mais pas pour faire joli. Et la bouche, c'est une voie d'émergence. Et bien, pour la respiration. Après, bien sûr, nous utilisons la bouche pour manger. C'est la porte d'entrée pour le système digestif et pour assimiler les nutriments qui viennent de ce que nous mangeons et ce que nous buvons.
Et les nez, c'est la porte d'entrée pour assimiler ce dont nous avons besoin par rapport au système respiratoire, cardio-respiratoire. Donc, les nez, elles peuvent respirer. Nous avons toute une cavité nasale derrière la tête avec des sinus paranasaux. Et les nez filtrent l'air, l'humidifient, la purifient, la réchauffent. Elle produit des dioxydes de carbone et de l'oxyde nitrique qui sont des vasodilatateurs et des antivirales, des antibactériens, surtout l'oxyde nitrique. Les CO2 plutôt vasodilatation et oxyde nitrique plutôt antiviral, antibactérien, purifie. Et ça permet de mieux assimiler cet oxygène au niveau alvéolaire dans les poumons et de pouvoir faire sortir les CO2, ce qui est en fait la base de la respiration cellulaire. Donc, une bonne respiration dans la vie de tous les jours, elle par le nez et elle est profonde, ça veut dire elle est faite en utilisant les diaphragmes. Alors là, vous ne me voyez pas, je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est vraiment bas. Donc, ce n'est pas ici au niveau de ma poitrine, ce n'est pas au niveau de mes côtes, c'est encore plus bas, c'est au niveau du diaphragme, qui bien sûr travaille sous la cage thoracique. Donc, elle est profonde et elle est lente. Lente, ça ne veut rien dire comme ça, mais pour avoir une idée, l'optimal, c'est 6 respirations par minute. C'est le même rythme de la cohérence cardiaque, par exemple. Et un bon rythme, c'est entre 8 et 12. C'est lent. 8 et 12, quand on est réveillé, quand on fait des choses, c'est bien. Mais si elle est trop rapide, par exemple plus de 15 respirations à la minute, donc tout ça, si je vous disais 6, 8, 12, 15, c'est respirations à la minute. Hein. Si on est à plus de 15 respirations à la minute, là, il y a une activation du système nerveux sympathique. Et c'est là, en permanence, parce que nous respirons tout le temps. Et donc, qu'est-ce que ça provoque, c'est là? Ça consomme énormément d'énergie, parce que nous sommes dans un état d'alerte et d'activation permanente, où nous utilisons notre énergie vers l'extérieur, ce qui peut nous mettre dans un état de stress chronique. Donc, attention au rythme, parce que d'un côté, un bon rythme lent, ça nous met dans un état du système nerveux parasympathique, les repos, la digestion, la régénération, on active les nerfs vagues, on se régénère, on digère, on se repose, on véhicule les stress de l'extérieur, on les fait sortir, donc on gère mieux le stress. Mais l'inverse peut être vrai aussi. Si on respire très vite, c'est là ça peut nous mettre dans un état de stress chronique. Et donc là, on va s'épuiser. Donc voilà un peu les clés et les secrets d'une bonne respiration dans la vie de tous les jours. Et dans certaines traditions, je ne me rappelle plus laquelle, on appelait ces rythmes des 5 secondes inspire, 5 secondes expire, les rythmes de Dieu. Et on les retrouve dans certains mantras, dans certaines prières, dans certains textes spirituels aussi. C'est un rythme, celui de la cohérence cardiaque, qui optimise le processus biologique du cœur et du mental dans le corps. Et voilà, c'est un rythme idéal de notre respiration qu'on recherche aussi dans les yogas et dans les pranayamas. Et vous allez, je sais, parler du yoga et du pranayama, au moins avec Élise, mais sûrement avec d'autres personnes. C'est un peu l'effort de tout yogi dans leur quête d'une vie et de leur quête spirituelle, d'apprendre à ralentir leur souffle. Oh non, mais je t'ai très peu coupé parce que tu l'exprimes tellement bien qu'on n'a pas envie de changer de sujet. Mais comme tu le sais, eh bien, on en a plein d'autres à aborder. Et du coup, merci d'avoir échangé déjà sur la respi. Et tu peux y revenir hein, si tu as oublié des petites infos que semblent importantes pour nous. Mais si tu le veux bien, maintenant, on va basculer un petit peu dans l'exploration du froid. Et pourquoi avoir envie d'avoir froid, déjà? Pourquoi j'aurais envie de frissonner, avoir froid, avoir des difficultés à me réchauffer pour aller mieux? Donc déjà, ça va être ma première question. Et puis après, évidemment, je sais que tu vas nous parler de tous ces bienfaits de ce froid. Et surtout, j'aimerais que tu abordes, si tu veux bien, comment vraiment, déjà, dans un premier temps, avoir envie d'aller prendre une douche froide? Comment avoir envie d'aller mettre les pieds dans la rosée du matin très fraîche? Comment avoir envie d'aller prendre un bain froid ou aller se baigner dans un lac frais alors qu'on a plutôt envie d'une grosse doudoune et d'un chocolat chaud ou d'un thé chaud? Oui, tout à fait. Disons, moi, je suis italien. J'ai grandi sous la côte italienne où il fait chaud. J'avais aucune envie de travailler avec les froids. Je ne savais pas travailler avec les froids.
Et à 15 degrés, j'avais une grosse doudoune. J'étais pas en lien avec les éléments. C'est qui causait tout un tas de problèmes dans ma vie sans les savoir. Hein. Mais bon, j'avais pas forcément envie d'y travailler. C'est parce que je ne savais pas les bienfaits que cela allait m'apporter. Et j'étais ému et j'étais tout le temps derrière en recherche et en quête du confort. Et il y a certaines choses dans la vie qui on va pas les obtenir en recherchant du confort. Donc, effectivement, quand on parle du froid, beaucoup de gens se disent ouh là, c'est pas confortable. C'est pas agréable, donc je veux pas. Et moi, je comprends cela. Parce qu'au début, c'était la même chose pour moi. Mais il faut se dire que le froid, on va pas s'exposer au froid forcément parce qu'on recherche du confort au début. C'est pas la même chose qu'être rentrer dans un bain chaud. C'est pas la même chose que boire un chocolat chaud. C'est pas la même chose qu'être à côté du feu dans un cheminée. Je l'ai derrière moi, vous le voyez ici, mon petit poêle. C'est agréable et c'est super. Et il y a des bienfaits aussi dans les chauds. Mais on se coupe d'une partie de la nature. Et les froids et les chauds sont deux faces de la même médaille. Les deux sont importantes. Et si on recherche l'équilibre dans notre vie et donc la santé dans notre corps, on a besoin aussi de vivre un équilibre par rapport aux forces de la nature. Et comme c'est vrai dans plein de choses, qui ça peut être dans les sports, dans les mouvements physiques, dans la respiration, dans l'alimentation, mais c'est vrai dans la respiration et c'est vrai dans les forces de la nature, on a autant besoin du froid que du chaud. Et je veux vous dire, aujourd'hui, par rapport au style de vie que chacun de nous vit, ça veut dire beaucoup à l'intérieur, beaucoup dans des pièces chauffées, dans des voitures chauffées, dans des bureaux chauffés. Nous avons plutôt besoin de réintroduire les froids que les chauds. Même si introduire aussi les travails avec les saunas, par exemple, et les chauds plus hauts en température, c'est très intéressant. Mais on a vraiment besoin de réintroduire les bases d'une exposition au froid. Mettre les pieds sur les sols quand il fait 5-10 degrés. À Knep, on en parlait beaucoup, de la rosée du matin, des naturopathes. Mais en fait, ça existe depuis tout le temps. La connexion à la terre, c'est pas uniquement positif par rapport à la réduction de l'inflammation et à l'équilibre d'électricité du corps, hein, les grounding. C'est très utile aussi pour s'exposer un petit peu au froid. Et donc, mettre les pieds dans la terre, s'exposer un peu au froid ou sortir dehors pour pouvoir un peu respirer et marcher sans devoir forcément se mettre beaucoup des couches, ou encore l'effet de pouvoir s'exposer à l'eau froide et se baigner par exemple dans un lac, dans une cascade, dans la mer, quand l'eau n'est pas forcément à 30 degrés. Ça nous apporte tout un tas de bienfaits. Les premiers, j'ai envie de vous dire, vous allez à nouveau vous reconnecter à la nature et enfin pouvoir vivre toutes les saisons, c'est qui est quand même important, ne pas devoir les fuir. Mais les deuxièmes, c'est enfin profiter des bienfaits du froid, de travailler sur votre système cardiovasculaire, cette gymnastique capillaire qui est fondamentale pour la santé du cœur. Et sans système cardiovasculaire, ça dure pas très longtemps, notre santé. Et c'est la première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires. La deuxième, ce sont les maladies respiratoires. Donc, respiration très importante, exposition au froid très, très importante aussi, surtout si on arrive aussi à l'alterner avec les chauds, mais déjà réintroduire les froids dans notre vie et de pouvoir faire des douches froides. C'est vrai qu'au début, ça nous semble quelque chose comme terrible, c'est de l'inconfort, mais en fait, avec les temps, on s'habitue, c'est des temps courts, c'est peut-être 30 secondes, 1 minute, et ça nous permet de réduire l'inflammation dans les corps, de faire cette gymnastique du système cardiovasculaire, de produire un état hormonel qui s'appelle les hormones du bonheur, les endorphines, la sérotonine, la dopamine. Ça nous recentre, ça enlève beaucoup de stress psychique. C'est mon outil numéro 1 pour déstresser. Quand je peux, je fais une douche froide. Ou si j'ai un lac ou autre, je me mets rapidement. Mais ça peut être 15-30 secondes. Et là, ça enlève toutes les pensées négatives, toutes les émotions négatives, tous ces stress qui autrement, des fois, c'est difficile, même par des techniques de respiration, de sortir parce qu'on n'a pas envie de s'y mettre. On est tellement dans un mauvais état mental qu'on n'a même pas envie de changer cela. Donc, je sais que moi, des fois, je me mets sous l'eau froide et ok, là, je reprends contrôle de moi-même. Donc, il y a des bienfaits physiologiques, mais il y a des bienfaits psychologiques. Et quand on sait par rapport aussi au système immunitaire que ça l'équilibre, ça permet de réduire l'inflammation et en même temps de renforcer la réponse spécifique, que ça nous réduit le stress, que ça régule le rythme circadien, qu'on a des émotions positives, en fait, enfin, à travailler avec les froids, que ça aide même contre la dépression. Moi, je pense que dans cette optique,
ça peut valoir le coup de sortir du confort pendant quelques secondes, quelques minutes. Mais c'est la seule optique qui fonctionne. L'optique du confort avec le froid, c'est vrai que ça va pas trop aider. Et du coup, alors, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que par exemple, quand on prend une douche bien chaude, parce que tu as dit que chaud aussi, il y a ça du bon, bah, on ressent un bienfait, on va dire, instantané, alors que Tout le à fait. froid, sur le coup, quand même, sur le coup, même toi, par exemple, qui as l'habitude, tu te dis pas, youpi, c'est trop bien. Par contre, le bénéfice est beaucoup plus long, mais plutôt après. Tu es d'accord avec ça ou pas? Totalement d'accord. On a des bienfaits sur les courts termes qui sont positifs. Par exemple, le fait d'avoir du réconfort, de se sentir bien par rapport à une douche chaude, c'est très important. Et on a les bienfaits sur les longs termes. Et les bienfaits sur les longs termes, c'est un deuxième degré. C'est pas tout de suite. C'est après parce qu'on a fait quelque chose qui nous fait du bien. Donc, les deux sont importants et il ne faut pas non plus se priver tout le temps du plaisir, de la joie de faire quelque chose que nous aimons faire. Et ça peut valoir par la douche chaude, ça peut valoir par la nourriture aussi. Je veux dire, il ne faut pas non plus être rigide par rapport à la chose. Mais les bienfaits du froid, ils arrivent après. C'est pas les moments où on se met dans le froid que tout de suite on a les bienfaits, mais ça arrive tout de suite après. Donc, on sort du confort, on sait pourquoi on les fait, mais après, on a les bienfaits qui arrivent. Et ils arrivent relativement vite. Donc, on ne va pas non plus attendre des années et des années, des austérités, des privations pour enfin avoir un bienfait. C'est quelques heures au début et après quelques jours pour avoir quelque chose de durable. Et puis pour finir sur le froid, pareil, il y aurait tellement de choses à dire, hein. Quelle est la température d'une douche froide? Parce que, est-ce qu'on peut y aller par degré? Est-ce que déjà, on va dire qu'en dessous de 37, c'est froid? Alors, les bienfaits du froid, on les a à partir des 17 degrés, donc à moins de 18. Donc, en fait, si vous habitez sur la côte et c'est l'hiver et vous allez vous baigner sur la Méditerranée, mais bien sûr, l'océan, ça marche très bien aussi, c'est même plus froid. Vous avez déjà les bienfaits du froid. L'eau est à 15, vous rentrez, vous nagez un petit peu, quelques minutes, vous avez déjà les bienfaits du froid. Vous prenez votre douche qui est entre 10 et 15, généralement dans les villes, et vous avez déjà les bienfaits du froid. Après, bien sûr, on peut descendre, on a toujours les bienfaits du froid, c'est un peu plus intense, mais on n'a pas non plus besoin uniquement de faire des bains de glace pour travailler sur les bienfaits du froid. Alors, c'est un peu différent, parce que l'intensité du froid et la durée, ce sont des paramètres intéressants pour travailler certains aspects. Et c'est pas la même chose de faire un bain de glace à 0 degré à minute qui fait une douche froide 2 minutes à 15 degrés. On a quand même des bienfaits, mais c'est pas exactement le même type de travail. Donc, ça peut être intéressant d'alterner et de faire les deux. Mais déjà, de prendre sa douche froide et la douche est à 12, et bah, c'est très bien. On fait 1 minute de douche froide et c'est suffisant pour commencer à se ressentir vraiment bien. Et puis, alors vraiment pour terminer, est-ce que, par exemple, pour un débutant, tu lui conseillerais de débuter pour ressentir quand même des bienfaits au bout d'une première fois, ça suffit? Ou il faut quand même le faire 3, 4 fois ou 2 semaines de suite? Ou est-ce qu'on peut faire des pauses? Alors, l'idéal, c'est comme tout, d'avoir une certaine régularité sur des pratiques. C'est pas non plus un pilule, on la prend une fois et c'est bon. On a besoin aussi d'une certaine régularité, mais déjà de prendre une douche froide une fois, ça peut déjà tout de suite avoir des bienfaits sur certaines choses. Par exemple, sur la gestion du stress, sur les émotions, sous l'énergie qu'on ressent, sous les centres qui nous donnent. Ça, on le fait une fois, on a tout de suite les bienfaits après. Ça se passe dans les minutes après. Mais si on veut, par exemple, travailler sur la réduction de l'inflammation, sur le travail sur les systèmes immunitaires, sur le rythme circadien, on a plutôt besoin de travailler quelques jours. On commence déjà à avoir les bienfaits en quelques jours des douches froides. Et si on veut travailler sur les longs termes, sur le fait de s'habituer à travailler avec les froids, sur la réponse physiologique, la thermogénèse, s'habituer à s'exposer et à mieux tolérer les froids, alors c'est plutôt quelques semaines. Mais ça va assez vite en fait. Même si on a tout un passé, un historique d'Italien qui a grandi sous la côte italienne et il fait chaud, après quelques semaines, mois des pratiques, on a des progrès incroyables jusqu'à devenir instructeur de la méthode Wim Hof, l'instructeur le plus avancé en France par rapport à ça, mais pas parce que j'ai forcément des prédispositions par rapport au froid. C'est parce que le corps, enfin, si tu le mets dans les bonnes conditions et tu fais bien les exercices, il est vraiment capable de s'adapter. Le corps humain, il s'adapte à tout, dans les sens positifs, mais aussi dans les sens négatifs. Donc, il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'il lui demande de faire. Non, mais merci. Merci. Et du coup,
pour poursuivre dans notre discussion, des fois une petite préparation mentale peut être intéressante pour certains, pour éviter de sauter partout dans la douche avec le premier jet d'eau froide, etc. Donc, tu peux peut-être nous parler de la prépa mentale, si tu veux bien, pour faire un peu de lien entre le froid, la respi et autres. Bien sûr. Donc, disons que l'aspect du mental est vraiment un lien entre des techniques de respiration et des techniques d'exposition au froid. Et par exemple, on le voit très bien dans la méthode Wim Hof, parce que les piliers du mental existent dans la méthode Wim Hof comme troisième pilier. Il n'est pas séparé, il est lié aux autres. Et l'effet de pouvoir se préparer physiquement et mentalement à certains exercices, que ce soit en méditation, que ce soit une attitude mentale, que ce soit une intention, que ce soit un pourquoi clair, c'est important. Et on a, tout un intérêt à pouvoir travailler avec ce qui se passe dans notre tête, de pouvoir les diriger le plus possible. Que ce soit lui demander de faire un exercice pour sortir du confort, comme un exercice avec l'effroi pour en tirer les bienfaits, ou que ce soit un exercice de méditation sur les souffles pour retravailler les centres, la régénération, et avoir un shift au niveau du système nerveux autonome et du système nerveux central. L'aspect et les piliers du mental est très important et elle n'est pas à négliger non plus. Ça veut dire que sortir de la mécanicité et des automatismes, de certains réflexes et de certains gestes dans notre quotidien passe aussi par la prise de conscience que nous sommes aussi les maîtres de ce que nous voulons faire avec notre tête, avec notre mental et avec notre corps, bien sûr. Et donc, de pouvoir se centrer avant de faire un exercice, lui donner une intention et lui donner une impostation, une programmation. Ça passe par quelques secondes de recentrage, c'est important. Et donc, moi, ce que je fais, c'est qu'avant tout exercice avec l'effroi, je me recentre, je sais pourquoi je l'ai fait, je donne une intention. Avec les exercices de respiration, c'est pareil, les techniques de respiration, je sais à quoi ça sert, pourquoi je vais les faire. Si je les fais les yeux fermés ou les yeux ouverts, je sais aussi la différence. Si je veux les faire plutôt dans un état des consciences d'observation des présences ou plutôt d'activation avec une chose spécifique, c'est aussi différent. Et donc, ces piliers du mental, disons, il est les liens, il est aussi la base, il a un énorme pouvoir sur les résultats de ce que nous faisons. Et ça, c'est un peu les messages clés par rapport au mental, c'est que nous pouvons faire tout un tas de choses dans notre quotidien, des techniques, des pratiques qui sont positives et qui sont utiles, mais la posture mentale dans laquelle nous sommes quand nous faisons cela est clé pour avoir les bienfaits. Et si nous faisons quelque chose et nous sommes dans un état mental positif, les bienfaits et les résultats que nous avons ne sont pas les mêmes que si nous faisons la chose de façon mécanique en pensant à des choses négatives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai appris avec la pratique. Faire une douche froide en pensant à ce qu'on va faire demain ou faire des techniques de respiration en pensant à la to-do list de la journée, ça donne pas les mêmes résultats qu'en y mettant une émotion positive, de la gratitude, une intention claire, en étant présent. Et ça, je suis sûr, c'est la même chose avec d'autres techniques qui peuvent être les mouvements, qui peuvent être des choix au niveau de l'alimentation, qui peuvent être d'autres choses positives. Il faut les vivre avec des émotions élevées et positives. Et moi, j'invite tout le monde à pratiquer en gratitude parce que c'est une émotion que tout le monde connaît, assez simple. Le fait de dire merci, ça ouvre tout de suite les cœurs. Et de pratiquer dans cet état-là, ça a un effet qui part du mental jusqu'au cœur sous la physiologie réel. Les soleils nous suivent aujourd'hui. C'est magnifique dehors, mais voilà. Non, mais super, merci. Et donc, est-ce que tu as comment on peut s'aider au quotidien pour avoir envie de se préparer mentalement? Est-ce que tu as des bonnes lectures ou des petites vidéos ou Parce qu'on se sent parfois seul dans comme tu le disais. Des fois, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonnes intentions. Je pense que tu en vois tous les jours aussi. Mais c'est ce qu'on appelle le déclic ou l'envie de, tu vois, c'est même pas le froid, c'est l'envie d'aller dans le froid, ou c'est pas le fait de pas envie de respirer, c'est le fait de, bon alors, je vais me mettre à respirer. Et du coup, est-ce que tu as soit encore un petit tuyau ou quelque chose qui peut nous accompagner pour nous aider à ce déclic au quotidien? Alors, certaines personnes, par le simple fait de savoir les bienfaits qu'ils vont avoir
vont réussir à avoir les déclics. Ça peut être même de regarder des vidéos, comme ça peut être des vidéos YouTube avec des personnes qui expliquent les techniques. Ça peut suffire à certaines personnes. Moi, je sais que sur ma chaîne YouTube, Inspire Potential, j'ai 150 vidéos, des tutoriels, des techniques, des conseils pour aider les gens. Et je sais que certaines personnes, ça suffit. Mais moi, je pense que pour certaines personnes, de participer à une expérience, de participer à un stage, d'être guidé par quelqu'un qui nous apprend et de vivre ça avec un groupe sur une expérience qui nous permet de passer à un certain niveau. Ça veut dire c'est pas juste 1 heure aujourd'hui, après j'ai refait dans une semaine, mais c'est 3, 5, 6 jours où on se transforme. Ça peut faire les déclics nécessaires pour ensuite pouvoir arriver à pratiquer, se motiver et savoir quoi faire. Donc moi je les vois, moi j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, aujourd'hui plus de 4000, mais j'ai un peu perdu les comptes, entre la France et l'Italie et des personnes qui ont fait des stages, et je vois que participer à une expérience, ça permet de passer un certain niveau, dans le sens où on se transforme suffisamment pour ensuite incrécer là dans sa vie. Et que des fois, juste les petits cours, la petite vidéo, c'est pas suffisante pour basculer. Par contre, ça peut être utile après pour se rappeler, pour en prendre conscience, pour revoir certaines choses qu'on avait oubliées. Donc moi, je pense que un conseil que je donne à tout le monde, si quelqu'un a vraiment envie de passer, de changer de page ou changer à un autre niveau, passer à un autre niveau par rapport à des pratiques, des fois de vivre une expérience, que ce soit un stage avec quelqu'un, que ce soit un cours collectif qui dure plusieurs jours, que ce soit en immersion, c'est à mon avis la façon la plus efficace de pouvoir rentrer dedans et enfin en retirer des bienfaits. On n'est pas tous des autodidactes au début. C'est ça. Non, mais tout à fait. Mais par contre, de se faire accompagner au début pour après être mieux, plus autonome, quoi. Ouais, voilà. Et donc pareil, hein, j'enchaîne parce qu'on a plein de choses à voir. Et donc, l'importance, peut-être que tu peux le lier ensemble ou tu le dissocies comme tu veux, mais on sait l'importance du mouvement et encore mieux peut-être du mouvement dans la nature. Tu vas me dire. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'une bonne activité physique? Pareil, je ne vais pas te redemander comment avoir envie de faire une activité, parce que pareil, il y en a beaucoup qui ont envie, mais quand on les revoit quelques mois après, alors on lui dit tu t'es mis au sport, c'est toujours non, non, il repousse. Donc je vais arrêter de te demander ça. Maintenant, à un moment donné, il faut y aller aussi, on ne peut pas le faire à la place de tous, et on peut s'imprégner, mais après, on ne peut pas le faire à la place d'eux. Malgré tout, comment se mettre au mouvement? Quel est un bon mouvement? Est-ce que faire du yoga, c'est aussi bon pour l'organisme que de faire de la course à pied, que faire du vélo, que faire du foot, que faire du tennis? Est-ce que seulement l'activité qui est importante? Est-ce que c'est l'intensité? Est-ce que c'est le fait d'y prendre du plaisir aussi? Peut-être que c'est moins intéressant, mais comment on y prend du plaisir? Enfin, qu'est-ce que bien se mettre en mouvement déjà? Bah déjà, se mettre en mouvement, c'est sortir de la sédentarité, de la staticité, de l'immobilité et peut-être casser l'inertie. On peut voir cela d'un point de vue physique avec les mouvements physiques, mais aussi mental, l'effet d'enfin sortir d'un peu de notre inertie pour enfin pratiquer des choses. Donc c'est un peu dans les deux sens, c'est mettre en mouvement. C'est bouger les corps, mais aussi vouloir se bouger. Et je pense que, comment dire, moi j'observe, parce que j'ai passé beaucoup de temps assis dans ces dernières années, travailler derrière un ordinateur pour tout un tas de raisons. Et je pense que la sédentarité est vraiment un ennemi pour notre santé parce qu'il n'y a rien qui circule quand on est assis trop longtemps. Il y a les sangs qui ne circulent pas, la circulation dans les corps, notre respiration est déréglée, notre posture est déréglée, nos émotions sont déréglées, notre rythme circadien est déréglé. Et on a vraiment besoin de quitter un peu la staticité, la sédentarité d'une chaise, d'un bureau, de l'intérieur pour sortir en nature et marcher, par exemple. Et je pense que c'est pas assez mis en valeur l'importance de marcher en nature et respirer bien pendant qu'on marche. C'est très important avec une respiration rythmique qu'elle est sur les pas par le nez, mais on a parlé déjà de ça, donc je passe. Mais l'effet de bouger, de marcher sur quelque chose de fonctionnel et de simple comme un pas après l'autre, c'est la base. Et peut-être on n'a pas tous les niveaux pour se mettre à courir tout de suite, ou pour faire de la haute intensité, ou pour faire plein d'exercices physiques. Mais est-ce qu'on a tous besoin de faire cela? Peut-être pas.
peut-être il y a certaines personnes qui vont déjà se sentir beaucoup mieux par le simple fait d'avoir marché chaque jour 15-30 minutes dans la journée en respirant bien dans la nature. Et franchement, marcher dans un endroit sympa, en pouvant respirer, se détendre, ça fait du bien. C'est rare que ça fasse pas du bien. Moi, je pense que tous les fois où je sors et je marche, même si c'est 10-15 minutes, bah, ça me fait du bien. J'ai bougé, les corps s'est réactivé, les corps réchauffent, les idées s'est remis en place, on a des idées, on est créatif. En fait, c'est les seules façons d'être vraiment vivant, de pouvoir bouger. On est fait pour bouger. Alors, c'est bien aussi d'être statique des fois, c'est reposer. Mais l'effet de bouger, marcher et tout ça, à mon avis, c'est vraiment un bon point de départ. Après, certes, il y a plein d'autres choses. Il y a du mouvement qu'on peut faire aussi de façon plus précise. Par exemple, le yoga. C'est vrai que dans le yoga, on a tout un tas de mouvements pour travailler sur certains organes, les systèmes nerveux d'une certaine façon, certaines hormones, disons, certaines activations cérébrales. On a la respiration qui joue un rôle important aussi dans les yogas, les pranayamas. Ça en fait partie du mouvement. Et certes, c'est très bien aussi. Alors là aussi, il faut peut-être savoir comment le faire. Il faut peut-être d'abord suivre quelques indications pour éviter de forcer et aussi se faire mal, parce que tout mouvement peut être positif, mais si on exagère, on le fait mal en forçant, ça peut être négatif. Donc, c'est pareil. Marcher, c'est très simple. Je pense que tout le monde sait le faire, mais dans les yogas, dans la course à pied, dans des gestes qui deviennent plus techniques, c'est bien aussi peut-être d'être encadré, d'avoir des bases. Et encore, c'est pas forcément meilleur d'aller courir et faire de la haute intensité par rapport à faire du yoga. Ça dépend de quoi on cherche, de quoi on a besoin, de quoi on part, c'est quoi notre niveau de cardio, niveau cardio-respiratoire, est-ce qu'on est entraîné ou pas. Et moi, je pense que c'est important d'avoir toujours un équilibre entre la partie entraînement intensité, entraînement musculaire de force, l'entraînement agilité, flexibilité, souplesse et l'entraînement cardio-respiratoire. Donc, là aussi, c'est ample. Et c'est pas juste vous faites du yoga, c'est très bien, ou vous faites de la course à pied, c'est très bien, ou vous faites de la muscu, c'est très bien. Je pense qu'on a besoin d'avoir un équilibre par rapport à ça, sauf si on est des spécialistes d'une discipline. Ça, bien sûr, c'est notre sport, on va exceller, alors on va se focaliser. Mais sinon, c'est très important d'avoir un peu ces mixtes. Et dans les yogas, cela était garanti par l'équilibre du mouvement et de la respiration. Et on pouvait se muscler, s'entraîner avec la souplesse et la flexibilité, même sur la force et même sur le cardio en travaillant dans les yogas, parce que les yogas complets a tout dedans. Mais il faut des cours bien complets pour travailler tout cela, aussi autant au niveau physique qu'au niveau de la respiration. Et les yogas, ça a été toujours pratiqué en extérieur, généralement, en Inde en tout cas. Mais on peut aussi aujourd'hui les pratiquer en extérieur. On met notre tapis en montagne, à la mer, sur la plage, et si on peut, c'est encore mieux, parce que là, on est connecté au soleil, on est connecté à l'air, on est connecté à la terre. C'est génial, mais on peut aussi la pratiquer à l'intérieur, bien sûr. Eh ben non, mais... Et donc, pour aller un petit peu vers le côté nature également, donc ma question va être simple, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans la nature? Parce qu'on ne se pose même plus la question, on s'y sent bien, comme tu l'as dit. Enfin, moi, à ma connaissance, j'ai jamais entendu « Oh, je me sens pas bien dans la nature » non plus. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'y sentent mal, hein, qui ont une vie peut-être hyperactive en centre-ville, et donc se retrouver dans une nature où il n'y a pas de bruit, peut-être que ça peut oppresser certains, hein, j'imagine, au début. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on s'y sent bien? Est-ce que c'est vraiment les ions négatifs transmises par la nature? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est un tout? Est-ce que c'est... Non, mais c'est comme tu dis, très bien. En fait, c'est un tout. C'est les toucher du sol, les toucher avec les pieds. Si on enlève les chaussures, on se reconnecte à la terre. D'un point de vue électrique, c'est les grounding, c'est la mise à la terre. D'un point de vue des sens, c'est les feuilles, c'est l'humidité, c'est l'herbe, les couleurs, les verts. Les verts, c'est une couleur qui nous détend, ça nous apaise. En fait, le simple fait de regarder des arbres, ça réduit notre stress. Le fait de les toucher aussi, pareil, c'est une mise à la terre. Le fait de sentir les bruits de la nature, ça peut être l'eau d'un ruisseau, ça peut être des oiseaux. Ça, on sait très bien que c'est un tout. Et c'est aussi l'énergie de la nature, parce que, disons, le monde dans lequel on vit, c'est un monde d'énergie aussi. C'est pas juste un monde matériel. Nous sommes, à la
parfois de la matière, mais aussi de l'énergie. Les systèmes nerveux, c'est de l'électricité. Les rythmes du cœur, c'est un champ magnétique. Donc, nous sommes un champ électromagnétique. D'un point de vue vraiment scientifique concret, nous ne sommes pas que de la matière. Et donc, la nature, c'est pareil. Quand nous allons dans un endroit naturel, il y a certaines énergies dans ces lieux par rapport au fait qu'il y a des animaux, qu'il y a des arbres, qu'il y a l'eau qui bouge, qu'il y a les vents, qu'il y a les soleils. Et donc, l'effet de se reconnecter à la terre et à la nature, l'effet d'y être dedans, l'effet de respirer et de bouger dans cet endroit, c'est un tout qui finalement est peu exploité, j'ai l'impression. On le fait dans des week-ends, on le fait dans des sorties. Mais moi, je les voyais quand j'habitais dans la ville. J'habitais à Paris 6 ans. Des fois, on est déconnecté de la nature pendant longtemps. Et moi, j'ai vécu les confinements dans un petit appartement de 25 mètres carrés au 7e étage d'un bâtiment parisien. Et là, j'ai vraiment pris conscience de la déconnexion totale que j'avais par rapport au monde naturel, où enfin, je sortais 1 heure par jour, j'allais mettre mes pieds dans la pelouse d'un rond-point, puisque les parcs ils étaient fermés. Et j'ai senti vraiment que c'était la seule chose qui enfin me reconnectait un peu à la nature. Et c'est pour ça que j'ai décidé maintenant d'habiter à la montagne, pour ne pas me couper à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est notre santé tout entière qui en dépend de ces liens avec la nature. Donc, bon, je ne vais pas développer plus loin, mais vous avez compris, c'est tout un tout. C'est les couleurs, c'est même les parfums, le fait de respirer de l'air avec des ions positifs, des huiles essentielles des plantes, les iodes si on est à la mer, le fait de toucher, de se connecter à la terre, des bruits, et enfin, tout simplement de toucher du soleil, des rayons du soleil ou de la terre. Moi, je pense que c'est fondamental, et c'est pour ça que je conseille de faire des exercices de respiration et des mouvements et des connexions avec le froid et les forces de la nature. Et certes, on peut tout faire ça aussi à la maison, de façon plus pratique et pragmatique quand on n'a pas le temps. Mais si on a le temps de pouvoir s'immerger en nature, et moi, tous mes stages, je les fais ainsi, je conseille de les faire à la montagne, à la mer, isolés des bâtiments et des villes. Oui, tout à ou fait. plutôt reconnecter aux forces de la nature. Tout à fait. Oui, et puis comme tu dis, dans un monde idéal, on devrait inverser les choses, on devrait passer plus de temps dans la nature et un peu moins de temps dans des blocs en ville pour travailler. Ah oui, donc là, je vais sortir tout de suite. Ben voilà. Quand on peut allier les deux, c'est génial, quoi. Donc, oui. Donc tu as fait un très bon choix, je pense, de te déporter dans cette belle région. Ouais, merci. Bah, toi aussi, tu es à la nature. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, bah, pour finir, parce que ça va bientôt faire une petite heure qu'on est ensemble, en appliquant tout ça, quand même, il y a une chose essentielle. Si on le fait fatigué, eh ben, du coup, on a moins envie aussi de faire tout ce que tu dis là, parce qu'on a moins de courage, plus fatigué, on a déjà plus froid, donc on n'a pas encore envie d'aller dans le froid, etc. Et du coup, bah, c'est ce sommeil. Donc, bien dormir, c'est primordial, mais c'est bien de le dire. Mais du coup, quand on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui fait que je peux déjà m'amener à un bon sommeil? Qu'est-ce qui fait qu'il est réparateur? Est-ce que, on le dit souvent, est-ce que c'est en termes de quantité? Évidemment, la réponse est non, c'est plutôt en termes de qualité, on est différents aussi. Mais qu'est-ce qui fait que je peux mettre dans un potentiel pour avoir un sommeil réparateur et efficace? Ouais, c'est que c'est très important, c'est aussi les liens avec les rythmes circadiens. Donc l'exposition à la nature et à la lumière du jour, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui régule. De se connecter aux saisons et au rythme de la nature, c'est quelque chose qui régule. Mais les rythmes en général, c'est quelque chose d'important qu'on doit suivre. Les rythmes de notre respiration, les rythmes de notre cœur, les rythmes de nos activités dans la journée devraient être en lien au rythme de la nature. Les rythmes de la nature, c'est les jours et la nuit, mais c'est aussi les saisons. Et on devrait adapter nos activités aussi aux saisons. Et l'été, où il y a plus d'énergie et plus de soleil, faire plus de choses par rapport à l'hiver. Et l'automne, ça serait en transition vers quelque chose plus de régénération, repos, introspection. Et les printemps, à l'inverse, un retour, l'effet de s'ouvrir et se réactiver vers l'été. Et je pense que l'effet de, par exemple, travailler avec le froid, travailler avec la respiration, ça régule nos rythmes, autant au niveau des activités, mais autant aussi au niveau du rythme circadien. Et moi, je sais que, par exemple, dans le biohacking naturel, je vous disais, je fais certaines choses. Un des outils
que je travaille les soirs, c'est des lunettes, par exemple, si je dois regarder l'écran, pour baisser l'activation au niveau de la lumière artificielle qui semble être de la lumière du soleil, qui dérègle les rythmes circadiens, qui dérègle la sérotonine, qui dérègle la mélatonine, qui empêche un sommeil profond et de qualité, qui empêche en introspection, qui empêche en régénération aussi. Donc, c'est vrai que le sommeil de qualité est fondamental. La quantité aussi, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas dormir 15 minutes et c'est tout. Certes, la quantité est aussi importante, mais la qualité est importante. Donc, ces rythmes circadiens qui ont travaillé par exemple, l'exposition au froid, qui ont travaillé par la respiration, par l'exposition à la nature, on peut aussi les coupler avec une bonne respiration la nuit. Parce que si, par exemple, la nuit, nous souffrons de l'apnée du sommeil ou nous ronflons, c'est impossible de rentrer dans les sommeils profonds REM, ce qui reste donc un sommeil plus superficiel et donc moins efficace et donc moins régénérateur. Et donc, comme tu disais, quand on se réveille fatigué le matin, on a moins envie de sortir du confort parce qu'on a moins de ressources, on a moins d'énergie. Et si c'est là, ça s'enchaîne parce qu'on est fatigué, on ne fait pas des pratiques qui nous rechargent, donc on s'épuise encore plus. On rentre effectivement dans ce qu'on voit aujourd'hui, les burn-out, l'épuisement, qui est de plus en plus présent, et pas uniquement dans une question psychologique du stress, mais aussi vraiment des ressources énergétiques qui sont disponibles en personne. Parce qu'on fait des mauvais choix alimentaires par la suite, on fait des mauvais choix d'entraînement, on fait des mauvais choix des pratiques, on fait des mauvais choix des fréquentations, parce que quand on est fatigué, on a moins de ressources, on est moins centré, c'est plus difficile de faire des bons choix. Et donc, on a plus de chances de faire des mauvais choix. Et effectivement, donc, pour clôturer un peu tout ça, toutes ces pratiques, que ce soit la respiration, l'exposition au froid, des pratiques des méditations, la connexion à la nature, les mouvements, visent enfin, l'objectif c'est enfin de pouvoir avoir plus de vitalité, énergie et santé. C'est pas forcément un entraînement juste pour l'entraînement. Certes, si on est des athlètes ou si on doit exceller dans une pratique, oui, ok, l'entraînement pour la performance. Mais sinon, moi, je pratique tout ça pour avoir plus d'énergie, plus de santé et plus de sérénité mentale. C'est mon objectif. Parce qu'en fait, quand j'ai tout ça, je peux mieux choisir comment employer mon énergie pour ma vie et donc diriger là où je vais mettre mon énergie et enfin faire ce que je veux faire dans ma vie. Et ça peut être un projet professionnel, ça peut être la famille, ça peut être nos proches, les amis, et plein d'autres choses. Voilà. Mais enfin, on peut faire ce dont on est là pour faire notre vocation. Voilà. Ben merci Leonardo. Du coup, j'aurais une dernière petite question ou demande. Donc là, tu nous as exposé plein de choses. Donc moi, je trouve ça passionnant. Mais peut-être que certains vont avoir peur de se dire, ouh là là, moi, je suis hyper stressé, anxieux, j'ai beaucoup trop d'émotions et de travail à faire sur moi, j'ai eu plein de soucis dans ma vie. Mais s'il faut que je me rajoute tout ça, eh bien, du coup, par où je commence? Est-ce que toi, tu auras... Parce qu'on sait qu'on met un petit truc, puis après, hop, on avance, puis c'est un cercle vertueux. Une fois qu'on met le pied à l'étrier, comme on dit, après, on a envie de faire encore mieux. On en a beaucoup de cas comme ça, de personnes qui étaient en obésité, qui se mettent un petit peu au sport, puis après, ah bah, ils se mettent au sport, après à la respi, après au yoga, puis après ci, après ça. On sait que c'est ce petit moment qui est important, mais si tu avais un conseil, alors évidemment, l'idéal, c'est de faire le tout, mais est-ce que tu aurais une porte d'entrée que tu considères moins compliquée ou plus efficace ou Oui, la porte d'entrée, pour moi, fondamentale, c'est déjà de travailler sur la respiration fonctionnelle, ce que je vous disais, d'avoir une bonne respiration au quotidien. Déjà, ça va nous donner tout un tas de bienfaits par rapport à notre niveau d'énergie, de la qualité du sommeil et de la gestion du stress, ça va nous donner plus d'énergie et plus de moyens pour ensuite intégrer d'autres pratiques et changer de page, basculer et aller par la suite. Moi, je pense qu'il faut commencer par la respiration si ce n'est pas déjà quelque chose qui est réglé ou travaillé. Et peut-être pas tout seul, peut-être participer à un stage. Ça peut être un stage que j'organise avec Inspire moi ou d'autres personnes qui travaillent dans ces sens. Ça peut peut-être, à mon avis, être un investissement de temps énergie ciblé qui permet ensuite d'avoir un retour en termes des bienfaits qui est fort et qui nous permet donc d'aller plus loin. Effectivement, surtout si on est fatigué et on part de très loin, il faut commencer petit et il faut être guidé et aidé. Donc, je pense que participer à un stage et commencer à travailler sur sa respiration, ça serait, à mon avis, la chose la plus importante à faire. Eh bien, super. Et puis, pour terminer, eh bien, est-ce que, alors, sans forcément le faire, mais est-ce que tu aurais une petite technique généraliste, hein, qui fonctionnera sur certains, peut-être pas, vraiment très brève,
autre que la cohérence cardiaque que tu pourrais nous montrer, hein, vraiment en 30 secondes, je ne sais pas. Bah, moi, j'utilise une technique, par exemple, quand il y a beaucoup de stress qui arrive. Je sais que j'utilise une technique que j'ai mis au point et ça m'aide pour réduire ces stress à un niveau un peu plus gérable pour que je puisse reprendre les contrôles de moi-même. Et ça s'appelle la respiration géante. Et généralement, on la fait 30 secondes. Donc, on peut peut-être faire ça ensemble. Alors, peut-être vous n'êtes pas stressé, donc vous n'allez pas forcément en avoir besoin, mais on peut quand même la faire. Et c'est une respiration qu'on fait, on inspire pleinement par le nez. Quand on a rempli la cage thoracique, on bloque dans la cage thoracique 5 secondes. Je vous montre d'abord. Et après, on souffle en détendant les épaules, en détendant les visages, peut-être en fermant les yeux par la bouche. Et ça, juste en faisant quelques fois cela, ça détend énormément. Donc, on peut le faire ensemble, par exemple, 5 fois pour clôturer. Et on le fait assis, on détend les épaules, on détend le visage, on est confortable. On fait des inspirations profondes et amples. On bloque dans la poitrine 5 secondes et on expire en détendant tout notre corps par la bouche. On expire de façon naturelle, on laisse la respiration aller. Et à la fin de cela, une petite seconde de pause et on recommence. On fait ça 5 fois. Ça va? Très bien. Très bien. Donc, on inspire pleinement. On bloque dans la poitrine. On souffle, on relâche. On se détend, on détend les épaules et les visages. Et 1 seconde de pause. Et à nouveau, on inspire pleinement. On bloque. On expire, on laisse sortir l'air, on relâche naturellement. On détend. 1 seconde de pause. Et à nouveau, on inspire pleinement. On bloque dans la poitrine. On expire, on relâche. On laisse sortir de façon naturelle. On se détend. 1 seconde de pause. Et à nouveau, pleinement, inspire. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire, relâche. On laisse sortir. 1 seconde de pause et pleinement. In. On bloque. Et expire, lâche. Très bien. Donc on revient à la respiration normale. Et ça, c'était juste 5 respirations géantes. Et moi, je l'utilise pour baisser un peu à nouveau des stress. Et voilà, je ne sais pas si vous étiez forcément stressé, mais donc ça peut être aidant dans les cas où on les soit. Eh ben super, Leonardo. Je te remercie. Et dernière petite question qui me vient avec certaines personnes disent que en faisant ces exercices-là, eh bien, parfois, ça leur fait tourner un petit peu la tête. Est-ce que c'est un signe justement en temps normal qu'ils sont en hypoxie et qu'ils respirent mal? Ou pas forcément? Alors là, c'est parce que si on fait des inspirations amples et profondes, on augmente la ventilation. Donc, effectivement, on peut avoir cette sensation d'être plus oxygéné ou avoir réduit les dioxydes de carbone, ce qui pourrait faire tourner un peu la tête. Dans ces cas-là, on peut prendre un peu moins d'air. On n'est pas obligé de prendre plus d'air. Mais c'est parce qu'on a augmenté effectivement la quantité d'air qu'on a respiré dans un temps plus court. Et parce que peut-être avant, on faisait des respirations plus superficielles et plus petites. Et donc, dès qu'on fait ça, effectivement, on voit la différence. Ben, c'est génial. Habituellement, je demande toujours à l'intervenant s'il a un petit tuyau autre à nous donner que son domaine d'intervention. Donc, tu nous as tellement abordé de choses, je me permets quand même de te le demander. Hormis tout cela, est-ce que toi, tu as un petit produit phare? Tu m'as dit au début que tu n'utilisais pas trop de choses externes. Est-ce que tu as une petite plante, un petit truc que tu auras envie de nous partager ou pas? Bonne question. Moi, j'ai travaillé vraiment beaucoup avec des choses pas en ingestion. Donc, je dirais de l'air pur des montagnes. Ça, c'est un peu mon petit secret parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Et quand on inspire cette énergie-là, c'est vrai que c'est comme un petit outil extérieur parce que cette énergie-là vient un peu de l'extérieur, si on veut. Donc, une bonne inspiration avec de l'air pur des montagnes. Eh ben, très bien. Eh ben, Leonardo, un grand merci à toi. Et celles et ceux qui veulent en savoir plus pourront
te découvrir avec les coordonnées qu'on laissera en dessous de cette vidéo. Très Merci bien. à toi, plein de bonnes choses, Merci et puis beaucoup. je te dis à bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Yeah, let's go.